Vous écoutez Populse, le podcast qui aborde tous les arts et la pop culture pour parler de notre société. Je suis Manon Loumeau et je propose des épisodes seuls autour d'un sujet qui me tient à cœur et des discussions libres avec un ou une invitée qui vient me parler d'une œuvre qui fait battre son cœur. Aujourd'hui, je reçois Vincent Guinaud. Donc Vincent, tu es directeur de la stratégie de la Croix-Rouge française. Tu es aussi artiste, musicien-guitariste, chanteur, showman. J'ai eu la chance d'assister à un de tes premiers concerts à Sciences Po il y a maintenant 7 ou 8 ans, quand tu étais devenue la star de l'IEP sur Machistador de M. Tu continues à jouer et à chanter dans un groupe, et tu as choisi, et ça ne m'étonne pas, de venir nous parler d'une œuvre de pop culture, un moment de télévision, un show, celui du lip-sync, des drags, la Big Bertha et Lolita Banana, dans l'épisode 6 de la saison 1 de Drag Race France. Donc Drag Race, c'est un concours de drag queen télévisé, type télé-réalité, qui est né aux États-Unis avec RuPaul's Drag Race en 2009. RuPaul y joue le rôle de présentatrice, de mentor et de juge principal, comme c'est le cas de Nicky Doll dans la version française, version qui a été lancée en 2021 puis diffusée sur France TV Slash en juin 2022. Et ça a tout de suite été un succès pour la plateforme et l'émission sera ensuite diffusée directement sur la chaîne France 2. Et là encore, c'est un succès d'audience et il existe maintenant 3 saisons. Pendant une saison, chaque semaine, les candidates sont soumises à différents défis et sont évaluées par un groupe de juges invités, donc ils changent toutes les semaines, autour de 3 juges permanentes qui sont Nicky Doll, Daphné Burki et Kiddy Smile. L'origine du drag est difficile à déterminer. Il y a plusieurs hypothèses. Celle qu'on retrouve souvent, c'est que le mot serait utilisé la première fois au XVIIIe siècle pour qualifier les hommes travestis qui laissaient traîner leurs jupes sur le sol, et donc to drag qui signifie laisser traîner. Mais il y a aussi d'autres hypothèses qui ramènent plutôt l'origine au théâtre. Voilà. En tout cas, on peut définir le drag comme étant une activité artistique de contre-culture, un moyen d'expression contre l'ordre établi pour le décloisonnement des genres en détournant les moyens d'expression au théâtre, dans la mode, le stand-up, au cinéma, etc. Et Florent Gouelou, réalisateur de 3 nuits par semaine, donne une définition du drag qui m'intéresse particulièrement parce que c'est une définition à laquelle on peut toutes et tous s'identifier. Donc lorsqu'il a été invité dans Zoom Zoom Zem sur France Inter au moment de la sortie de son film en 2022, il a dit: moi, ce qui me touche et que j'essaie de raconter dans le film, c'est l'autorisation qu'on se donne à soi-même, et je parle souvent du fait qu'on est multiple, même quand on n'est pas queen, quand on n'est pas artiste. On est une personne le lundi matin et une autre le samedi soir. Donc je pense qu'on expérimente tous cette diversité. Je crois qu'il y a quelque chose de militant à s'autoriser à performer le genre, à sortir de la norme. Donc maintenant, on va revenir à nos queens de l'épisode 6 de Drag Race saison 1. Donc je vais faire une mini présentation de chacune, sans dire qui est la gagnante de la saison, au cas où vous aimeriez regarder l'émission en replay sur la plateforme de France Télé. On a Paloma, très cultivée, qui utilise d'ailleurs ses connaissances et son esprit intellectuel comme un rempart, une manière de se protéger. On a la Big Bertha, ma préférée. Cette drague, elle n'est que joie, et elle a toujours peur de faire un bide, elle est en doute permanent, je la trouve extrêmement touchante. Ensuite, on a Lolita Banana, la grande dame, et Soa de Muse. Personnellement, je n'avais jamais regardé Drag Race avant que tu m'en parles pour cet épisode de podcast. Je me souviens de l'engouement que la première saison a suscité il y a maintenant 3 ans, mais j'avoue que le côté télé-réalité m'avait pas trop attiré. Bizarre d'ailleurs parce que j'ai toujours été très fan de la Starac et de la Nouvelle Star toute mon enfance et mon adolescence. Et quand j'ai regardé l'épisode il y a quelques semaines et que je me suis informée sur l'émission, je partais vraiment de rien et j'ai beaucoup apprécié découvrir cette émission, mais on va dire que je l'ai tout de suite vue sous le prisme de l'enregistrement du podcast et donc de toutes les réflexions qu'on pouvait mener autour de Drag Race. Et ensuite, maintenant, donc pour parler de cet épisode en particulier, il y a une invitée en particulier qui est Iseut. Et pareil, je connais pas très bien. Et tout ce que j'ai entendu, bon, pas trop mon style de musique. Donc j'avoue que voilà, c'était a priori pas hyper facile pour moi cet épisode. Mais très vite, j'ai trouvé beaucoup d'éléments et de valeurs qui résonnent en moi. Et notamment tout le rapport à la déconstruction que sous-entend le drag. Et je suis très contente de pouvoir le partager avec toi, Vincent. Et bon, il y a juste un point plus perso par rapport à Drag Race, c'est que bien entendu, cette version française de RuPaul, elle n'est pas dissociable de sa présentatrice Daphné Burki, qui fait intégralement partie de ma culture télé et de mes souvenirs d'enfance. Quand j'avais 8-10 ans, je revois ses chroniques de mode sur France 5 que ma mère adorait, puis bien sûr C'est à vous, et après le Grand Journal sur Canal, que je regardais tous les soirs à mes parents. Donc voilà, Daphné, c'est pas que la meuf des JO, Daphné, c'est aussi la meuf des JO, et c'est surtout une queen de la télé. Donc maintenant, Vincent, c'est à toi de nous raconter un petit peu pourquoi tu as choisi cette œuvre de pop culture et quelle est sa place dans ta vie. Raconte-nous un peu ta rencontre avec Drag Race et cet épisode en particulier. Eh ben, bonjour. Non, je suis très heureux d'être là pour en parler. Alors, moi, j'ai découvert le drag il y a une dizaine d'années quand j'étais en Erasmus.
C'était en deuxième année du coup d'études supérieures. Et c'est en fait mon premier mec qui était un Américain euh, qui m'a fait découvrir le Drag Race du coup américain, l'original. Et c'est vrai que pour un Français qui était en train d'apprendre l'anglais à l'époque et puis qui par ailleurs venait à peine de faire son coming out avec ses meilleurs amis d'enfance et voilà, il était encore un peu dans le placard, etc. Enfin, c'était un univers quand même assez impressionnant quand même dès le début, avec lequel j'ai eu un peu de mal au début, dans lequel j'ai eu un peu de mal au début à rentrer, aussi parce qu'il y avait la barrière de la langue et qu'il y a beaucoup de slang, il y a beaucoup d'argot qui est utilisé dans les épisodes américains, ce qui fait que c'est parfois difficile de comprendre l'humour et tout. Mais voilà ma première entrée dans l'univers. Voilà, je sais pas si je dois développer un peu plus ou... Très bien. Non, mais parce qu'après, j'allais te demander quand a commencé ton appétence pour le monde du drag, mais du coup, bon, tu as un petit peu répondu. Et donc, est-ce que ça a commencé, donc, comme tu dis, maintenant, l'Erasmus, c'était quoi, il y a presque 10 ans? Et est-ce que tu as continué à avoir des shows, notamment à Paris? En fait, à ce moment-là, j'étais pas vraiment fan, hein. Enfin, j'étais pas vraiment dans le truc. J'ai mis du temps à. Pour moi, ça sonnait un peu faux. Il y avait un côté, j'étais un peu dérangé par le côté, pourquoi mettre autant en avant les choses qui nous paraissent être l'incarnation de la société du faux, etc. C'est-à-dire ces codes de la télé-réalité, ce côté make-up à outrance, etc. Enfin, il y avait quelque chose que je comprenais pas à l'époque. J'avais quoi? J'avais 20 ans, un peu moins. Et en fait, je suis tombé dedans progressivement en comprenant, déjà en constatant la qualité des performances artistiques. C'est d'abord là-dedans que j'ai aimé, donc que ce soit parfois sur des défilés de mode, ou moi qui étais très éloigné du sujet de la mode, c'est vrai qu'il y a des fois c'était très impressionnant de te dire qu'elle faisait ça elle-même, ou alors qu'elle travaillait ça avec des artistes, mais avec vraiment des démarches assez poussées. Moi, j'ai jamais été à un défilé, je pense que j'irai jamais, ou en tout cas c'est peu probable, mais c'est vrai que dans le drag, ça m'a amené vers l'univers de la mode, alors j'en étais hyper éloigné. Après, il y a aussi toutes les performances de danse, de chant éventuellement, de théâtre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une espèce de creuset de plein de formes artistiques. Et moi qui suis quand même assez fan d'art, et notamment d'art rythmique ou d'art scénique, bah voilà, je suis tombé dedans en fait par ça. Voilà. Et après, j'ai compris que ce que je qualifiais de faux initialement, cette espèce de culture du faux, etc. En fait, c'était pas ça. C'était que c'était un travail sur les codes, effectivement, de notre société, avec tout ce qu'elle a d'inégalitaire, de discriminatoire, etc. Et que c'était une espèce de renversement du stigmate. On se réapproprie ces codes-là au service d'un message politique ou artistique, pour les deux. On va y revenir un peu plus tard, mais super. Merci. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu as Enfin, oui, c'est ça la question. J'ai Est-ce pas que répondu. tu as des drag queens que tu suis un petit peu à Paris ou des maisons Depuis que Drag Race France est arrivé, du coup, je suis vraiment rentré un peu plus dans l'univers et c'est génial, hein. Je pense que d'ailleurs, je suis pas le seul. On est beaucoup en France à être rentré d'abord par le Drag Race américain et avoir vu l'arrivée de Drag Race France comme vraiment un truc génial et qui allait faire passer la culture drag en France à un autre niveau. Donc oui, aujourd'hui, je suis un peu déjà toutes les candidates des différentes saisons de Drag Race, hein, que ce soit sur les réseaux ou quoi, je vais les suivre un peu. Puis je vais à quelques soirées, j'essaye quand je peux, que je trouve génial. La dernière que j'ai faite, elle s'appelle la Joujou. C'est un nouveau concept de soirée qui a été lancé par Rose et Pounani, qui sont deux candidates aussi de Drag Race, et qui d'ailleurs était accompagnée de 3-4 autres queens de Drag Race France aussi. Donc oui, j'essaye de me tenir un peu au courant, d'aller dans des shows, et j'ai la chance de partager aussi cette passion avec mon mec, à qui j'ai fait découvrir cet univers il y a 2 ans, et qui est rentré dedans avec moi. Alors qu'effectivement, autour de moi, en fait, paradoxalement, j'ai pas tant d'amis, ou que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, etc., de gens qui sont vraiment pleinement intéressés par ça et qui vont se tenir au courant ou quoi. Enfin voilà, c'est plutôt moi qui vais en général les amener vers ça, mais ce qui est chouette aussi. Même si à l'inverse, c'est ton premier copain qui t'a aussi amené Ouais, au drag. Donc toi, c'est une transmission ouais, de couple, en exactement. fait. Mais je crois que c'est salutaire, surtout dans le monde dans lequel on vit. Bah moi je suis très chaude de venir avec toi à une prochaine soirée drag parce que j'avoue que j'en ai fait quelques-unes à Paris, Bordeaux parce que j'avais une proche avant qui faisait un peu de drag mais pas très longtemps et une fois qu'elle a arrêté j'avoue que j'ai pas trop continué par moi-même en fait à m'intéresser et enfin voilà tout simplement mais je suis très chaude d'y aller et moi il y a un truc que j'aimais particulièrement dans ces shows drag que j'ai pu voir c'était tout le rapport à la nostalgie
parce que j'avoue que je suis très fan de quelques divas, notamment Dalida. Et voilà, j'ai un petit faible pour les perfs sur les chansons de Dalida qui sont toute mon enfance, toute mon adolescence. Et donc, très chaude d'aller voir Bah, je un t'emmène spectacle. avec plaisir. Et sinon, plus largement, qu'est-ce que... Bon, tu as un peu expliqué le côté pluridisciplinaire, en fait, de l'art. Et donc, quand tu as commencé à aimer le drag, est-ce que tu peux développer un petit peu ça, ce qui t'a le plus interpellé? Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'en discutant avec justement ce premier copain que j'avais qui me faisait découvrir ça, des fois, il était fasciné par une scène d'un épisode et je comprenais vraiment pas pourquoi. Soit par exemple pour une tenue où je me disais, bon, j'ai vraiment pas l'œil de la mode, du design, etc. Soit pour, je sais pas, des blagues, des phrases prononcées, des incarnations, parce qu'il y a beaucoup d'imitations aussi, hein, tu le mentionnais. Et je me disais, mais c'est pas si fou, c'est pas. Et en fait, je crois que c'est aussi parce que c'est un univers qui finalement est pas si facile d'accès, dans le sens où c'est quand même un univers de référence en permanence. Effectivement, on imite des stars d'avant, qu'on peut ne connaître ou pas, hein. Enfin, bon, Dalida, bien sûr, mais enfin, il y a aussi d'autres imitations, et notamment dans l'univers américain, où franchement, en tant que Français, il faut quand même s'accrocher pour deviner qui c'est. Il y a aussi plein de références à comment dire, des thèmes de la pop culture ou de la culture gay, de la culture LGBT qu'on peut ne pas connaître, surtout quand on évolue un peu hors milieu, comme certains disent, même si l'expression je la trouve un peu galvaudée. Mais donc c'est pas si simple que ça. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est la curiosité d'apprendre sur tout ça, en fait. C'est que c'est du coup un univers qui vous ouvre les portes de l'histoire des luttes contre les discriminations, des gays, mais pas seulement, en fait, de l'ensemble du spectre du genre et des orientations sexuelles. C'est aussi une fenêtre d'entrée vers des formes artistiques que on peut ne pas connaître. Je parlais de la mode tout à l'heure, c'est quand même... enfin, la mode et la couture est vraiment un élément assez central du drag. Moi, j'en étais vraiment à très très loin. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à apprécier des défilés même plus classiques, parce que le drag m'a amené à ça, m'a amené à apprendre à aimer ça. Et c'est vrai que par exemple, la présence de Daphné Burki dans l'émission m'a amené à comprendre. Par exemple, des fois, elle disait, oh, j'adore cette référence à tel créateur, je connaissais pas du tout, je vais me renseigner. Enfin voilà. Donc c'est une espèce de Wikipédia en fait du monde de la pop culture, le drag, où en fait tu rentres, tu t'ouvres une porte, tu ouvres une fenêtre et tu rentres dans un univers à chaque fois. Je crois que c'est ça qui m'a vraiment plu au fur et à mesure. Et puis, le dernier truc, c'est l'identification aussi. C'est qu'à un moment donné, ce sont quand même des queens qui ont chacune un parcours, souvent assez difficile, parce qu'en fait, que ce soit pour qu'elles soient acceptées en tant que performeuse drag ou en tant que personne gay, personne lesbienne, personne trans, peu importe. Et c'est vrai que après, s'identifier aussi à des combats qu'on a pu vivre sous des formes parfois différentes, mais qu'on a pu tous vivre, toutes et tous en tout cas vivre dans cette communauté-là. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'amène forcément à soutenir encore davantage la démarche. J'allais justement venir à ça parce que j'allais parler moi un petit peu de ce qui me plaît le plus dans le monde du drag et dans le drag. C'est, bon, ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais c'est justement cette liberté et cette humanité qui se dégage de cet art, et donc cette manière aussi de militer contre l'obscurantisme et pour la défense des droits, des droits humains, et donc contre les discriminations. Et malheureusement, à l'heure actuelle, c'est plus que jamais nécessaire. Et donc j'ai l'impression que l'expression drag, c'est un savant mélange un petit peu politique, intellectuel, artistique, dans la manière de pousser les curseurs. Et en même temps, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a un total débordement émotionnel. Et dans les perfs et dans les constructions des personnages aussi, il y a une invitation au laisser-aller, j'ai l'impression. Ça pleure sur scène, dans le public, dans le cas de Drag Race, ça pleure dans le jury. Enfin, il n'y a pas de honte, quoi. Et je pense tout de suite à la question de l'émotion, qui a longtemps été opposée à la raison, à tort. En philosophie notamment, cette émotion, elle a été bannie par les philosophes classiques, puis négligée par la philosophie contemporaine, qui lui préférera le terme d'intuition, mais qui est assez différent au final, par exemple chez Deleuze. Et aujourd'hui, il y a une remise en question, une nouvelle approche autour de l'émotion, notamment dans la recherche en neurosciences, autour de la notion d'empathie, comme étant une émotion politique qui n'est jamais neutre, et qui est majoritairement construite et intériorisée. Et je vous invite pour cela à découvrir l'ouvrage de Sarah Kamaki, L'empathie est politique, comment les normes sociales façonnent la biologie des sentiments, qui est paru en 2024 aux éditions Lattès, et qui redonne une place et une utilité majeure aux manifestations de l'émotion dans notre rapport à l'autre. Donc elle parle de plusieurs termes comme contagion émotionnelle, préoccupation empathique, tout cela est très bien expliqué dans le livre, et elle démontre l'instrumentalisation politique à l'œuvre dans ce qu'on appelle l'empathie. Bon, je vais évidemment pas synthétiser un ouvrage d'une docteure en neurosciences, j'en ai pas les compétences, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle
elle soulève le fait qu'on ait tendance à être empathique avec celles et ceux qui nous ressemblent. Et ça, c'est biologiquement favorisé, mais c'est surtout socialement construit et renforcé, notamment par les médias. Ce qui constitue un biais dans notre jugement empathique qui agit dans notre manière de se mettre à la place d'autrui. Et donc justement, il est temps de questionner cette empathie limitée, contrainte, et d'en redéfinir les frontières, de s'ouvrir à des voies qui nous mènent à une émotion qui englobe, et ainsi trouver des points d'identification au-delà de ce qui enferme, classe sociale, genre, origine, religion, etc. Car je vois dans le drag cette idée de décloisonnement émotionnel et d'inclusivité, en faisant dialoguer toutes les luttes, de nouveaux récits, tous les corps, des identités multiples, et en permettant ainsi de nouvelles formes d'identification. Et je cite Sarah Kamaki, elle dit « Il est temps d'observer la manière dont les normes dominantes humanisent et déshumanisent en usant des outils discursifs, narratifs, culturels et visuels. » Et là encore, le drag s'en empare de ces outils-là pour justement donner à voir de nouvelles manières de s'identifier. Oui, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance mutuelle aussi du vécu et des émotions des uns des autres. En fait, c'est marrant parce que Drag Race, c'est une compétition, pour reprendre cet exemple, même si le drag ne se limite pas à Drag Race, hein, bien sûr, mais c'est quand même une formidable tremplin médiatique pour la discipline. Il y a une sorte... C'est une compétition, mais il y a une reconnaissance mutuelle, je pense, de toutes les queens qui participent, d'une certaine... oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relativisme des émotions, des réalités vécues. Certaines vont dire que, et on en parlera peut-être après, mais traversent des choses très difficiles, notamment en étant séropositives, etc., avec toutes les discriminations qui vont avec. Certaines ont un rapport au corps qui a pu être difficile, certaines ont un rapport à la couleur de peau qui a pu être difficile, avec évidemment toutes les discriminations qui vont avec. Et c'est marrant parce que finalement, elles se retrouvent toutes quand même dans une espèce de creuset commun de reconnaissance qu'elles ont été face à ces difficultés, ces discriminations. Et donc, elles créent elles-mêmes de l'empathie entre elles. Et ça se voit d'ailleurs dans l'émission. C'est-à-dire que souvent, il y a des mises en scène dans le milieu du drag, de compétition, il y a des lip-sync, des battles, tout ce qu'on veut. En réalité, derrière, on sait que tant que ça restera une culture qui ne sera pas dominante, je dirais la solidarité entre ces queens-là restera plus importante que de gagner telle ou telle compétition. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, les principales soirées qui s'organisent drag avec des queens des différentes saisons, enfin, elles rassemblent ces queens-là. Elles étaient compétitrices, mais en fait, derrière, elles travaillent ensemble. Ce qui rend l'émission complètement différente, souvent des émissions de télécrochet classiques, en danse, en chant, etc., où là, en fait, vous allez rarement avoir, même si ça peut arriver, des candidats d'une même émission de télécrochet de chant qui, d'un coup, vont monter vraiment un groupe entre eux et faire carrière ensemble. Pourquoi ça paraît si impossible, si rare, je sais pas trop. Mais en tout cas, dans le drag, c'est l'inverse. Dans le drag, en fait, elles font rarement une carrière solo juste après. Elles sont ensemble. Et d'ailleurs, même la présentatrice, Nicky Doll, il faut aller très dur dans ses propos, etc. Mais ça, c'est l'effet RuPaul qui a instauré un peu cette manière de faire. C'est du théâtre. En réalité, pendant la tournée de Drag Race, Nicky Doll, elle performe à côté des queens qu'elle était en train de noter, juger juste avant. Et c'est ça leur vie. Leur vie, c'est cette performance drag. Elles sont ensemble sur la scène. Ce qui est beaucoup plus important que l'histoire de la compétition. C'est pour ça que je trouve ça génial aussi. C'est qu'une personne qui part dans Drag Race, c'est une personne qui déjà, parce que le milieu était si peu connu, etc., et grâce à ça, a une exposition médiatique, derrière a quand même sécurisé potentiellement un peu plus sa carrière dans le drag, parce que ça lui a donné un énorme tremplin. Et donc voilà, donc l'aspect compétitif est assez diminué, et l'empathie, la solidarité, la reconnaissance mutuelle du vécu, je crois que c'est vraiment des choses qui me touchent dans cette émission, en fait. C'est bien que tu en parles parce que justement j'avais une question que j'allais te poser un peu plus tard, mais on va y aller maintenant. Justement, je suis d'accord avec toi, du coup finalement l'aspect compétition est un peu remis en question par le principe même du drag, comme tu dis, mais quand même dans l'émission, comment tu perçois, toi, ces jugements de Nicky Doll, mais c'est pas tellement Nicky Doll, moi c'est plutôt elles entre elles, parce que quand même elles s'éliminent entre elles, enfin c'est un Koh-Lanta, mais c'est pire que Koh-Lanta parce qu'elles le font pas, genre tu sais, il y a pas la petite caméra, oui moi je veux éliminer machin, c'est en direct, devant tout le monde, c'est hyper dur. Alors dans l'épisode que tu as regardé, c'est comme ça, mais c'est rare que ce soit proposé. Ça, c'est de temps en temps pour rajouter un petit twist. Il faut savoir que l'épisode dont on parle, c'est l'épisode 6 de la saison 1, qui est un des derniers épisodes. Et du coup, il y en a eu 5 avant, et il n'y avait pas eu ce mécanisme-là. Donc Nicky pose pas forcément la question. Bon, c'est... En fait, pour moi, l'essence même de la dramatisation, c'est du théâtre. Pour moi, c'est du théâtre, le drag. En tout cas, la télé, c'est du théâtre déjà de base. Mais alors, la télé avec des drag queens, pour moi, c'est encore plus du théâtre. Et pour moi, je crois qu'il y a une règle. Enfin, je suis pas drag queen moi-même. Je n'en connais pas suffisamment proche pour ça, pour pouvoir parler à leur place. Moi, j'ai l'impression que dans le drag, il y a comme une règle tacite qui dit qu'on sort jamais de son personnage tant qu'on est en performance. Et j'ai l'impression que du coup,
tu les mets dans un environnement type compétition télé, elles doivent performer jusqu'au bout. Donc tu leur dis, vous devez éliminer qui? Si toi, ton personnage, c'est un peu une sassy bitch qui doit un peu faire des commentaires un peu marrants sur les autres, tu vas y aller là-dedans, parce que c'est ça qu'on attend de toi. Et ce que je trouve hyper touchant dans cet épisode, en l'occurrence, c'est que c'est très rare, mais pendant ce lip sync notamment, on en reparlera, il y a une espèce de quatrième mur qui tombe avec une logique où là on n'est plus dans la performance et là on revient sur l'essence même de ce qu'elles sont ou ce qu'ils sont. Je sais pas à quel genre ils s'identifient dans leur vie quotidienne, mais en tout cas c'est ça que j'ai trouvé particulièrement touchant dans cet épisode. C'est pour ça que d'ailleurs je voulais qu'on en parle spécifiquement, c'est qu'on casse ce côté strass paillettes performance et on arrive d'un coup dans le vrai du vrai. Et pour répondre à ta question sur un autre plan, ça me dérange pas trop cet aspect compétitif parce que finalement c'est aussi ce qui rend le truc attachant. Je me souviens d'ailleurs que ta première réaction, justement toi qui n'étais pas forcément dans ce milieu-là, etc., quand on en a parlé initialement, c'était de me dire ah bah voilà, j'ai découvert ça m'a interloqué, ça j'ai trouvé ça hyper intéressant et tout, et tu m'as quand même dit by the way, j'étais dégoûté que telle personne parte à la fin de l'épisode. Et j'ai l'impression quand même que ce mécanisme de la compète, ça crée de l'attachement supplémentaire en fait au drag, ça crée quelque chose, un lien direct avec le spectateur ou la spectatrice qui va s'identifier ou qui va soutenir. Donc c'est un mécanisme qui est pas si inutile que ça en réalité. Et justement, ce que tu disais aussi sur la compétition, c'est qu'il y avait un rapport aussi, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un rapport à la réussite dans le drag, à l'argent, qui me pose question. Et notamment, par exemple, dans cet épisode, à un moment donné, il y a Ise, bon elle est pas drag, mais on voit que ça résonne avec les candidates, elle dit, enfin on lui pose la question, quel est votre parfum préféré? Et elle répond, l'argent bien sûr. Ouais, peut-être effectivement. Pour moi, ça fait partie, je dirais, du. Si on revient à l'essence même du drag, qui est la surperformation en fait d'un genre spécifique, qu'il soit masculin, féminin ou d'autres choses dans le spectre. D'ailleurs, on parle aussi de créatures beaucoup dans le drag, parce qu'il y a des drags qui ne performent pas forcément le genre féminin ou masculin pour les drag kings, mais qui vont aller vers des formes beaucoup plus hybrides et qui vont performer des créatures un peu plus mystérieuses, etc. Je crois que dans la surperformation du genre, l'argent a une place parce que en fait dans les rapports de genre, dans les rapports de force de genre dans la société, l'argent est en fait au cœur de ces rapports-là. On a l'ensemble des clichés qui a trait à la femme qui veut se parer de bijoux, de l'homme qui veut montrer qu'il a la plus grosse voiture, la plus grosse montre, etc. Donc je crois qu'en fait la place de l'argent dans la performance drag, elle est issue purement et simplement de la place de l'argent dans notre société, et donc c'est une exacerbation de ça, c'est une espèce de critique, de moquerie qu'elles vont faire sur ce thème-là. Mais en réalité, la plupart de ces queens-là, surtout quand elles passent pour la première fois dans l'émission, en général, c'est pas des gens qui ont beaucoup d'argent. En tout cas, on sait que cet art rapporte pas forcément énormément, à part pour les quelques-unes qui arrivent vraiment à en vivre pleinement, mais on sait quand même que c'est quand même encore compliqué aujourd'hui de vivre complètement de ça. Donc je crois que c'est plutôt à prendre au second degré. Après, c'est intéressant. Moi, j'aime bien entendre des gens qui découvrent cet univers un peu, avec un œil un peu neuf et tout, et qui ont un regard dessus. Moi, je pense que c'est un univers aussi qui probablement a certaines choses qui doivent évoluer, Et je parlais de la solidarité, par exemple, tout à l'heure entre les queens. En réalité, je me doute bien qu'à l'intérieur, il doit y avoir des inimitiés, il doit y avoir, comme partout. Donc voilà, moi, je le vois plutôt comme une façon de dénoncer ça, ce rapport à l'argent qu'on a dans la société, que quelque chose qui est forcément très présent au premier degré dans la sphère. Oui, d'ailleurs, dans cet épisode-là, elles en parlent justement du fait qu'aucune d'elles, ou peut-être une seule d'entre elles, arrive à en vivre. Et tu sens qu'elles ont aussi un besoin, enfin, c'est même pas un besoin, c'est une nécessité de reconnaissance, comme tout métier artistique. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire, il y a quand même une dichotomie entre vraiment, entre ce qu'elles montrent en performance, en accentuant les codes de notre société et tout, et ce qu'elles sont vraiment et ce qu'elles pensent vraiment. Et d'ailleurs, c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que je trouve que le drag ne déconstruit pas complètement la société, mais comme tu disais, se réapproprie les codes. Et ça aussi, c'est assez marrant. C'est-à-dire que c'est ça, c'est au lieu de détruire le genre, elles vont plutôt accentuer, elles vont se réapproprier les codes du genre. Le capitalisme, pareil, avec cette notion justement de réussite et d'argent. C'est quand même étonnant. Oui, mais je pense que c'est une manière de montrer l'absurdité. C'est-à-dire que c'est quand vous rigolez parce qu'il y a une surperformation du genre féminin pour tel drag, etc. En réalité, vous rigolez pourquoi? Vous rigolez parce que vous vous rendez compte que c'est ridicule. Et parce que
et que la réalité derrière ça est ridicule. Et que, voilà, le fait d'attendre, par exemple, quand il y a une exagération de la sexitude, je sais pas comment appeler ça, mais parce qu'il joue beaucoup là-dessus, hein, c'est une des choses qui est impressionnante, où, voilà, avec des jambes élancées, des talons de je sais pas combien de centimètres de haut, des tenues hyper sexy, machin, ou parfois, enfin, on se dit, ouais. Et je crois que quand on regarde ça en tant que spectateur, je crois pas qu'on se dit juste, oh, elle est super sexy, et je m'arrête là dans ma réflexion. Je crois qu'on se dit, enfin, il y a forcément une réaction qui amène à réfléchir. Soit c'est, elle est très sexy, tiens, je pensais pas trouver un jour quelqu'un de sexy qui ne soit pas une femme dans le sexe biologique ou quoi. Ou alors ça va être, putain, c'est marrant ouais, je me rends compte qu'en fait, il suffit de mettre tous les codes de la sexitude de manière exagérée et tout, puis on se rend compte qu'en fait, du coup, bah, c'est un peu une uniformisation de l'attirance, des codes de la beauté, etc. Enfin, je crois vraiment que le fait de rendre la chose rigolote et de s'en moquer un petit peu, ça participe à déconstruire tout ça. D'autant plus qu'il y a un mécanisme qui est assez intéressant dans l'émission, c'est qu'il y a un témoignage lorsqu'ils sont en tenue civile, de ville, c'est-à-dire que les queens commentent elles-mêmes leur performance. Et sauf qu'à ce moment-là, elles n'ont pas ni le make-up, ni les wigs, ni les vêtements, etc. Et du coup, ça donne quand même un espèce de regard un peu dual où on se dit déjà, ah, il y a déjà une deuxième couche à regarder derrière. Et c'est marrant parce que même cette couche-là, c'est aussi une performance parce que d'ailleurs, elles s'envoient des scuds, elles rigolent, etc. Donc en fait, elles sortent jamais même là de leur personnage à ce moment-là. Par contre, c'est intéressant de les regarder en interview, comment elles abordent leur art. Et je crois en plus, et je finirai là, que chaque queen a sa manière de. Enfin, son interprétation de son art et de pourquoi elle le fait, de ce que ça évoque. Moi, je crois que c'est un art qui déconstruit les questions du genre. Je crois que c'est un art qui déconstruit certaines certitudes de notre société, aussi dans ses mécanismes économiques, de consommation, etc. Mais on peut avoir une interprétation différente et je crois que c'est OK. Je crois pas qu'il y ait de bonnes réponses à ça, quoi. C'est aussi une question de sensibilité de chacun. Ouais, et d'ailleurs, ce que tu disais, je trouve que dans cet épisode particulièrement, on voit qu'il y a une autodérision, notamment dans ce défi des marionnettes là. Enfin, moi j'étais en mode, waouh, elles sont pas susceptibles ou quoi. Et c'est un vrai recul sur soi-même, un vrai recul sur leur personnage, sur leur art. C'est assez époustouflant et moi je trouve que c'est ça la grande leçon qu'on retire, c'est voilà leur capacité. Tu parlais tout à l'heure de l'idée quand même de se mettre à nu. Enfin, c'est quand même pour moi un art où tu te mets à nu, parfois littéralement, mais plus rarement quand même, devant des gens, et tu assumes ton corps, en fait, tu assumes tout ce qui peut être considéré comme des défauts, enfin, tu assumes juste la réalité de la vie, quoi, la diversité des corps, des voix, des regards, des cultures, voilà. Et moi, je trouve ça, c'est ça qui est génial, qui est hyper fort, c'est que moi, je suis hyper admiratif. Je me posais la question ce matin, est-ce que je pourrais faire du drag? Aujourd'hui, je crois que de plus en plus, j'adorerais pouvoir. Je me demande, est-ce que je pourrais monter sur scène en drag, etc. Je pense que parce que j'ai déjà fait un peu de scène, je pourrais, mais enfin, ça va me demander quand même un effort énorme, notamment dans mon rapport à mon corps. Et si en plus on me propose de faire du drag, plutôt en montrant mon corps, mes formes, que j'assumerais pas forcément tout le temps, etc., c'est extrêmement dur. Moi, je pense qu'on demande à n'importe qui, est-ce que tu serais capable de monter 3 minutes sur la scène pour faire une perf drag, etc., au-delà des regards qui peuvent être discriminatoires, de dire ah non, moi jamais, machin, je crois que c'est très très difficile de le faire. Ouais, et en même temps, toi, quand tu montes sur scène, t'es Vincent Guino, et là, tu serais ton personnage de drague. Est-ce que ça met pas une petite distance qui permet justement d'assumer davantage? Bah peut-être, mais enfin en réalité, moi je pense que quand je monte sur scène, même en tant que chanteur, je suis déjà un personnage. D'ailleurs j'en joue, enfin je veux dire, quand tu parlais de Machistador tout à l'heure, c'est une musique qui est ironique complètement, d'ailleurs sur la question du genre, hein, c'est une musique qui se fout de la gueule de comportement de Charo, voilà. Quand je la performe et que je me mets dans le personnage, pour moi je suis pas Vincent Guino qui assume ces paroles-là, je suis un personnage qui vient rigoler là-dessus. Mais c'est différent. Moi, je m'expose sur la voix. Alors, les chanteurs sauront que c'est déjà très difficile d'entendre des remarques sur sa voix parce que ça touche tout de suite ce qu'on est. Mais je crois que pour moi, hein, montrer mon corps avec les imperfections, les choses, en tout cas par rapport au regard que je porte sur moi-même, je crois que ce serait encore beaucoup plus difficile. Voilà. Merci.